Merci beaucoup Sébastien, merci aux organisateurs pour l'invitation. Je suis vraiment très très honoré de pouvoir m'exprimer dans cette salle aussi prestigieuse et puis une assemblée aussi prestigieuse aussi. Donc effectivement, je vais aborder un petit peu ce que l'on fait au laboratoire à Montpellier au sujet de l'hémodynamique numérique. Donc l'hémodynamique numérique, l'hémodynamique tout court, vise à comprendre comment le sang s'écoule, que ce soit dans des systèmes vivants ou des systèmes artificiels. Donc dans le corps humain, comme vous le savez tous, le sang est mis en mouvement par le cœur, puis le sang va s'écouler dans les artères, il va revenir vers le cœur poumon via les veines. Donc s'intéresser à l'hémodynamique, c'est vraiment s'intéresser à l'âge de nos artères. Et de fait, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui sont fortement impactées par certains facteurs hémodynamiques. Par exemple, la genèse et le développement et malheureusement parfois la rupture d'un anévrisme est fortement impactée par les fluctuations de pression qu'on peut avoir ou le niveau de frottement pariétal qui sont générés par l'écoulement sanguin. Et puis évidemment, si on s'intéresse au développement ou à l'optimisation de systèmes biomédicaux qui ont à faire avec le sang, comme un cœur artificiel par exemple, on ne peut pas imaginer faire ça si on ne comprend pas a priori comment le sang s'écoule. Alors, ce qui est embêtant avec l'hémodynamique, c'est qu'on doit traiter le sang. Et le sang, c'est d'un point de vue mécanique, alors d'un point de vue biologique certainement aussi, mais ce n'est pas du tout mon milieu d'expertise, donc je vais vraiment me concentrer sur l'aspect mécanique du sang. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est une suspension. Donc la phase porteuse, c'est du plasma, c'est un fluide qui en lui-même n'est pas très complexe, c'est en gros un flux newtonien, donc assez simple comme de l'eau, un peu plus visqueux que de l'eau. Le problème étant que dans cette phase porteuse, on trouve beaucoup de cellules, de globules rouges essentiellement, qui correspondent à peu près à 45% du volume. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est 4-5 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Ça fait vraiment beaucoup. Bon, et bien sûr, il y a également des globules blancs, des plaquettes, mais d'un point de vue mécanique, ce sont vraiment les globules rouges qui font le travail. Et comme on va le voir dans quelques minutes, ces globules rouges, ils sont, en plus d'être nombreux, ils sont extrêmement déformables. Donc au final, le sang, c'est une suspension très dense de particules qui sont très déformables. Et ça, d'un point de vue mécanique, c'est juste pas simple du tout. Et donc, juste pour illustrer un petit peu, je montre ici une animation de l'écoulement d'un échantillon de sang. Donc c'est une visualisation expérimentale, dans un canal d'une 50aine de microns de hauteur. Et vous voyez que c'est un vrai bazar. Il y a énormément de cellules qui interagissent les unes avec les autres, qui prennent des formes différentes, qui peuvent interagir avec les parois, avec des vitesses différentielles, etc. Alors le sang est complexe et également il s'écoule dans des zones d'écoulement qui sont elles-mêmes complexes. Donc quelques illustrations, encore une fois, ce sont des visualisations in vivo. Donc à gauche, vous avez l'évolution de ce qui se passe au niveau d'un cœur humain. La partie grise, c'est la morphologie des deux cavités cardiaques, donc qui sont hautement trois-dimensionnelles et puis en mouvement incessant, donc ça c'est déjà pas simple. En fausse couleur, vous avez une idée un peu grossière de la manière dont le sang s'écoule lié à ces mouvements. Donc c'est 3D, c'est instationnaire. Ça c'est pour la partie, c'est l'échelle, disons que c'est les plus grosses échelles, c'est l'échelle de l'organe, de ce que l'on peut trouver en hémodynamique. Et puis à l'opposé, si on s'intéresse plutôt à la microcirculation, on va aller vers les capillaires, donc c'est la partie droite. C'est également assez complexe en termes de géométrie, c'est vraiment du 3D. Et ce qui est remarquable ici, c'est que ce sont des dimensions qui sont vraiment très petites. La taille, le diamètre, c'est de l'ordre de 2-3 microns. On verra tout à l'heure qu'en fait, c'est plus petit que la taille des globules rouges. Donc les globules rouges, ils sont obligés de passer à la queue leu-leu, comme on le voit sur les animations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette échelle-là, le sang s'écoule, mais c'est plus du tout un milieu continu. Donc on doit vraiment prendre en compte la structure particulière du sang. Alors ce qui est commun en fait à toutes ces échelles, là, macroscopiques, microscopiques, c'est que on a des interactions fluides-structures qui sont absolument présentes partout. Au niveau macroscopique, ça peut être par exemple l'interaction entre le sang qui s'écoule et puis les valves cardiaques. On a 4 valves dans le cœur. Et puis au niveau microscopique, ça peut être les interactions entre les membranes des globules rouges et puis les fluides à l'intérieur, à l'extérieur des globules rouges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de simulation, on doit mélanger, on doit faire des simulations qui prennent en charge des équations de la mécanique des fluides, et puis des équations, une résolution également des équations de la mécanique des structures. Donc c'est un petit peu mélangé ce que l'on a déjà entendu un peu plus tôt dans l'après-midi. Et évidemment, il faut faire en sorte que ces deux jeux d'équations discutent correctement pour échanger de l'information et pour faire en sorte que le domaine d'écoulement que l'on obtient, il soit cohérent et il reproduise bien les interactions que l'on a entre fluides et structures.
Alors juste pour donner un exemple de ce que l'on peut faire une fois qu'on a une formulation qui prend en compte cette interaction. Donc ça, c'est une simulation d'une expérience qui a été faite à Aix-la-Chapelle, à l'Institut Helmholtz, donc en Allemagne, il y a quelques temps. Donc c'est un laboratoire qui s'intéresse à comprendre comment les valves, notamment comment les valves cardiaques fonctionnent. Ça, c'est un modèle simplifié d'une valve aortique. Donc c'est une valve avec 3 feuillets. Donc là, c'est du polyuréthane, hein, c'est beaucoup plus simple, mais disons pour faire des expériences bien contrôlées, c'est vraiment ce qu'il faut. Et donc à travers cette valve, on fait passer un débit de fluide qui est pulsé. Et ce que vous avez à droite ici, c'est la représentation numérique de cette situation. Donc l'écoulement vient de cette partie-là, en haut à gauche. Et puis lorsque la pression à l'amont est suffisamment forte, et bien ça pousse les feuillets de la valve, donc comme des portes de saloon un petit peu. Donc le sang ou le fluide peut s'écouler en faisant tout un tas de fluctuations là, liées à de la turbulence à la valve. Et puis quand la pression à l'amont n'est plus suffisamment forte, et bien les portes du saloon se referment et la valve se referme. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc, ça a été fait expérimentalement, avec une manip bien contrôlée, numériquement. On peut vérifier que la simulation elle est vraiment prédictive sur ce genre de choses, même si c'est quand même assez complexe. Notamment, on a une très bonne loi d'ouverture, donc c'est la surface ouverte aux fonctions du temps, donc on voit qu'on est vraiment bien reproductible. Et puis également le champ de vitesse dans un plan de coupe en aval de la valve. Là, c'est la vitesse verticale, hein. Donc quand c'est rouge, ça monte, quand c'est bleu, ça descend. Et bon, globalement, on a des bonnes représentations de ce qui se passe. Alors, ce dont je voulais parler aujourd'hui, plus particulièrement, ce sont 2 exemples d'applications de ce type de simulation qui sont situés aux 2 extrémités du spectre en termes d'échelle. Donc je finirai par dire quelques mots sur ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle donc intracardiaque, pour donner les informations sur l'écoulement intracardiaque. Et puis je vais commencer par dire un petit peu ce que l'on fait en termes de caractérisation de la dynamique des globules rouges. Donc là, on va pendant quelques minutes se placer à une échelle vraiment microscopique, quelques microns. Donc un globule rouge, c'est quoi ? C'est une cellule qui est simple dans le sens où elle n'a pas de noyau, donc elle est beaucoup plus simple que beaucoup d'autres cellules. C'est souvent représenté sous cette forme-là, la forme d'une sorte de soucoupe volante, avec 2 zones de concavité, donc ce qu'on appelle un discocyte. C'est les dimensions, hein, c'est 8 microns dans la grande direction, et puis c'est 2-3 microns dans l'épaisseur. C'est une sorte de ballon, en fait, avec une membrane qui est très fine en général, hein, qui est quelques nanomètres, donc on modélise ça avec une interface. Une membrane qui sépare un fluide à l'intérieur qui est très très visqueux, le cytoplasme, et puis à l'extérieur, donc on a le plasma. C'est un ballon qui est dégonflé, un globule rouge. Et donc si vous imaginez, vous avez dans les mains un ballon dégonflé, vous pouvez le déformer très très facilement, et de fait, les globules rouges, on les trouve sous des aspects très très différents en situation in vivo ou in vitro. Donc les discocytes, là, c'est la forme biconcave. Les stomatocytes, donc ils ont perdu une zone de concavité, c'est plutôt une sorte de vase. Ils peuvent avoir des formes assez étranges, donc multilobées, comme ça, avec tout un tas de protubérances sur la surface, des zones plus habituelles, donc sorte d'ellipsoïdes allongées, et puis, bien sûr, il y a toute une zoologie, hein, forme pantoufle, forme parachute, bon, on peut s'amuser à donner des noms comme ça. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de caractériser la dynamique de ces globules. Et pour faire ça, il faut simplifier un petit peu les choses. On ne peut pas caractériser leur dynamique et leur morphologie dans n'importe quel type d'écoulement, il faut un petit peu simplifier. Et ce qui est fait souvent, c'est de regarder, par exemple, la situation la plus simple qu'on puisse imaginer, c'est celle d'un cisaillement pur. Donc l'idée, là, c'est qu'on place une cellule dans une zone au repos, et puis en haut, on met une vitesse de fluide de la gauche vers la droite, et en bas, de la droite vers la gauche, et puis on regarde ce qui se passe lorsque l'on fait varier ce taux de cisaillement d'une petite valeur à une grande valeur. Et de manière assez surprenante, c'est déjà, même si c'est un écoulement extrêmement simple, le plus simple, c'est déjà une dynamique qui est extrêmement riche, en fait. Donc c'est ce que j'ai essayé de résumer sur ce transparent. Donc toute la zone ici en gris, ce sont des observations expérimentales par microscopie. Tout ce qui est en rouge, ce sont des simulations faites au même régime. Et globalement, quand on va du haut vers le bas, on augmente le taux de cisaillement. Donc en haut, il y a très très peu de contraintes apportées sur la cellule, et en bas, on cisaille assez fortement la cellule. Donc on a différents types de mouvements, de dynamiques. Donc ce sont des mouvements de rotation, hein. Donc globalement, il y en a 2 types. C'est ce qu'on appelle le tubbling, donc c'est une rotation autour d'un des grands axes de la cellule. Et puis parfois, elle n'est pas restée comme ça, donc elle se réoriente. Pour certains niveaux de taux de cisaillement, elle passe en mode rolling, donc c'est-à-dire qu'elle se met à tourner autour de son petit axe de symétrie. Et en termes de forme,
Donc dans les bas régimes de cisaillement, on a vraiment la forme discocyte qui est assez traditionnelle. Et puis si on augmente, elle perd une zone de concavité, donc c'est un stomatocyte que j'ai déjà mentionné. Et puis dans les zones à haut taux de cisaillement, mais qui sont des zones qui sont vraiment des régimes qui existent dans la nature, dans notre corps, eh bien on a des formes qui sont multilobées, et notamment des choses en forme de trilobes comme ceci. Donc il faut imaginer que ces formes-là, donc ça c'est des photos prises du même globule à des instants différents, donc il faut imaginer que ça tourne en fait dans cette direction. Et ça, c'était observé il y a moins de 3 ans, en fait, par une équipe de biophysiciens à Montpellier, l'équipe de Malouk Apkarian, qui a observé ça. C'était la première fois que quelqu'un mentionnait ce type de forme. Donc, il y a eu pas mal de discussions. Ils ont eu du mal à convaincre un petit peu la communauté. Ils ont vérifié 15 fois leur procédé. Et puis, un petit peu, les débats ont été clos lorsque 2 équipes de numériciens, de manière indépendante, ont pu reproduire précisément cette dynamique. Donc, on a pu faire ça au laboratoire à Montpellier. Et puis également, une équipe à Jülich, en Allemagne, a trouvé ce type de dynamique. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on part d'une cellule qui est de forme discocyte, on la place dans un cisaillement suffisamment fort, on la laisse évoluer, et au bout d'un temps, elle va trouver un équilibre, et puis ça c'est vraiment très très stable, ça bouge plus, on peut la secouer comme on veut, elle va rester comme ça. Évidemment, si le cisaillement arrête, elle va reprendre sa forme en discocyte. Donc j'insiste sur le fait que ça, c'est une publication qui est vraiment toute récente, ça a moins d'1 an. Ça illustre bien déjà comment la simulation et l'expérience peuvent être complémentaires, et puis ça montre bien à quel point le sang, on ne comprend pas encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne comprend pas le sang en fait. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles la majorité des études qui sont faites en macroscopique, elles sont faites avec des hypothèses très très grossières. En gros, on dit que le sang, c'est de l'eau un petit peu visqueuse, quoi. Donc on va maintenant changer de type d'échelle, on va prendre 4 ordres de grandeur. Donc on va passer de quelques microns à quelques centimètres, et on va s'intéresser donc à l'imagerie fonctionnelle de flux. Donc ça, en macroscopique, c'est vraiment, les questionnements sont vraiment pilotés par des questions d'ordre clinique. Et ce que savent bien faire les médecins en routine clinique, c'est caractériser la morphologie des organes, des artères ou du cœur. Donc là, il n'y a pas de problème, il y a tout un tas d'examens disponibles. Vous avez tous déjà eu un examen, une échocardiographie par exemple, on mesure les diamètres, les distances, etc. Les médecins, de plus en plus, ils veulent avoir des données également hémodynamiques, et il y a des techniques qui existent depuis quelques années, notamment d'IRM par contraste de phase, qui donnent des informations hémodynamiques in vivo. Donc c'est quand même une belle performance, c'est assez incroyable d'arriver à faire ça. C'est pas toujours très très quantitatif, même s'il y a vraiment des progrès énormes qui ont été réalisés. Il y a un manque de résolution en temps et en espace, et surtout la pression n'est jamais accessible de manière non invasive. Donc ça, c'est vraiment un manque important. Et donc l'idée qui a émergé, qu'on a travaillé il y a une dizaine d'années, on a commencé avec l'INSERM à Toulouse, c'est d'utiliser la simulation numérique pour étendre les données morphologiques qui sont assez fiables. Donc on a les données morphologiques qui viennent de l'imagerie médicale, et l'idée c'est de simuler donc numériquement l'écoulement sanguin qui est cohérent, qui est compatible avec les données morphologiques que l'on peut obtenir. Donc concrètement, ça se passe comment ? On part d'un examen morphologique, donc ça c'est un exemple en fausse couleur. Vous connaissez la colonne vertébrale, ça c'est un bout de l'aorte, et puis elle va redescendre là, et ça c'est un bout du cœur. On commence par définir la zone d'intérêt dans laquelle on va avoir des informations en termes d'écoulement. Donc là on a récupéré uniquement la partie gauche du cœur avec la partie, le démarrage de l'aorte. On fait un maillage, donc ça a déjà été commenté 2 fois cet après-midi, pour pouvoir avoir des informations sur la mécanique des fluides. Eh bien, il faut découper ce domaine d'intérêt en tout petits bouts. Et ensuite, on a tout un procédé d'analyse des images médicales qui sont prises à différents instants au cours du cycle cardiaque, qui permet en fait de faire évoluer ce maillage, donc il passe de 3D à 4D, il évolue de manière complètement cohérente avec les déformations que l'on est capable de voir dans les imageries médicales. Donc, par exemple, ici, l'aorte, vous voyez qu'elle se met à bouger, à se déformer de manière cohérente avec ce que l'on voit au niveau de l'imagerie. Alors, une fois qu'on a ça, on est capable de résoudre les équations et d'obtenir l'écoulement. Mais avant de montrer des résultats, juste 2 mots sur le cœur en général, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une coupe frontale d'un cœur humain, un schéma de principe. On va s'intéresser surtout, enfin même uniquement à la partie gauche de ce cœur. Donc le principe, c'est que le sang oxygéné vient des poumons grâce à 4 veines pulmonaires qui vont alimenter l'oreillette gauche. Quand cette valve-là, la valve mitrale, est ouverte, l'oreillette gauche peut alimenter le ventricule gauche. Et quand cette valve aortique s'ouvre, eh bien, le ventricule gauche peut éjecter le sang dans l'aorte et ensuite ça va partout dans le corps.
Alors ça, c'est un schéma de principe qu'on peut trouver dans les livres ou sur Internet. Et puis ça, c'est la vraie géométrie du volontaire sain. Donc il était volontaire, c'était un de mes anciens doctorants, donc il a eu un choix limité, mais donc il est en très bonne santé, ça l'a beaucoup rassuré en fait. Et on retrouve bien sûr là-dessus les éléments principaux, les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, le ventricule et puis l'aorte. Alors on peut regarder, une fois qu'on a fait la simulation, on a accès à tout, hein, toute la vitesse, la pression. On peut regarder par exemple la vitesse dans le même plan frontal que j'ai utilisé tout à l'heure pour le schéma de principe, et on obtient ce genre de choses. Donc ça, c'est une image arrêtée de l'écoulement sanguin dans cette coupe à un instant du cycle cardiaque qui est la diastole. Donc au moment de la diastole, la valve mitrale est ouverte, donc le sang peut s'écouler de l'oreillette vers le ventricule, et la valve aortique est fermée, ce qui explique pourquoi on a cette zone bleue ici, donc le sang ne peut pas remonter vers l'aorte à cet instant-là du cycle. Donc on a montré ça aux cardiologues avec qui on travaille. La première fois, ils ont été assez surpris, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à quelque chose d'aussi perturbé, avec des perturbations comme ça, un aspect assez désordonné. Et puis en fait, ils ont été encore plus surpris quand on leur a montré ça. Ça, c'est le même instant, le même cœur, la même géométrie, mais un cycle plus tard, une seconde plus tard. Et en fait, ça, c'est un phénomène qui est bien connu en mécanique des fluides, ça a déjà été mentionné, c'est la turbulence qui peut apparaître lorsque on a un niveau de viscosité qui est suffisamment faible, ou plutôt un niveau de force d'inertie suffisamment grand. Bien sûr, si on a la capacité de simuler beaucoup de cycles, on peut les moyenner entre eux, faire une moyenne de phase, et là on obtient quelque chose de beaucoup plus ordonné, beaucoup plus simple à comprendre, et notamment on a cette grosse zone de recirculation dans le ventricule, et ça les cardiologues ils ont bien aimé, parce que ça ils ont déjà vu souvent dans les IRM à contraste de phase par exemple, ou bien dans les échocardiographies. Les IRM, en fait, enfin, tous ces systèmes d'imagerie médicale, en fait, elles font des moyennes de phase, mais sans le dire. Et donc, les cardiologues, l'intérêt de la simulation, là, c'est qu'on peut avoir accès à tout un tas de données qui sont éliminées par défaut dans les systèmes d'imagerie. Donc, bien sûr, on n'a pas accès qu'à la diastole, hein, on a accès à tout le cycle cardiaque. Donc, par exemple, ici, on voit quand la valve mitrale s'ouvre, eh bien, on a clairement le sang qui va de l'oreillette vers le ventricule, et puis quand la valve aortique s'ouvre, on a clairement le sang qui va du ventricule vers l'aorte. Donc là, c'est la version bruitée à gauche, donc c'est un cycle particulier, et puis à droite, c'est la version moyennée en phase, donc on a enlevé toutes les perturbations, on garde que vraiment l'essentiel de l'écoulement. Alors, ça, c'est une autre vue, ça, c'est le même cœur, hein, c'est un cœur sain, c'est une vue 3D, alors on va changer un peu de cœur pour changer un peu les choses, ça, c'est un cœur pathologique. Donc c'est une vue 3D, donc on voit ici sur cette vue 3 des 4 veines pulmonaires, la quatrième est derrière, elle est cachée là. Et donc ce que l'on montre ici, c'est la vorticité, donc c'est un petit peu les perturbations, enfin, la manière dont l'écoulement tourne, c'est une dérivée du champ de vitesse. Hein. Donc on voit très bien dans cette phase-là comment les veines pulmonaires remplissent l'oreillette, et puis comment l'oreillette est capable de remplir le ventricule. Donc ça se voit ici. Alors, ce qui est pathologique, c'est qu'il y a un très fort jet ici, ça c'est l'onde E dans l'électrocardiogramme, et puis normalement, il y a un autre jet qui est un peu moins fort, mais qui ne doit pas être négligeable, et qui n'existe pas sur ce cœur-là, alors qu'il existe ici. Donc c'est difficile à voir, il faut vraiment faire les mesures de débit en fonction du temps pour s'en rendre compte. Mais donc ça, c'est un cœur. Alors la pathologie, le nom, j'avoue que j'ai oublié, mais le principe de la pathologie, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'onde A, en fait, dans l'électrocardiogramme. Et puis donc si on va un peu plus loin, lorsque le ventricule se rétracte, eh bien évidemment on a ce jet très fort vers l'aorte. Alors on peut faire ça sur des cœurs pathologiques, on peut faire ça sur des cœurs artificiels. Donc ça c'est une petite étude qu'on avait fait avec Kermat il y a 2 ans maintenant. C'était pour voir un petit peu si on était capable de simuler par ces techniques d'interaction fluide-structure un des éléments clés de leur système cardiaque, c'est cette membrane-là. Donc ça, c'est une membrane qui sépare en haut le sang, qui est aspiré de l'oreillette et qui est éjecté vers l'aorte. Et en bas, en bleu, là, c'est un fluide de travail. En fait, c'est de l'huile de silicone. Hein, et ce fluide de travail, il est pompé de manière alternative, donc par 2 pompes hein, dans le système en dessous, là, qui ne sont pas représentées. Et donc, le fluide pousse et aspire la membrane, qui elle-même pousse et aspire le sang. Et évidemment, quand on a accès à ce genre de simulation, ben, on est capable de regarder, on a accès aux détails de toute la mécanique des fluides en 3D et à tous les instants. Donc on peut regarder bon, la turbulence bien sûr, mais des questions très importantes pour répondre à des questions cliniques, le temps de séjour, les contraintes, l'historique des contraintes vues par
les particules ou bien par cette membrane-là. Et donc ça permet d'aller attaquer des questions cliniques, par exemple le risque de thrombose, hein, ça a été abordé dans les questions il y a quelques minutes. Le risque thrombotique associé à un système artificiel comme ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Le taux d'hémolyse aussi, combien vous allez abîmer de globules rouges quand vous passez dans une valve artificielle. Les ruptures en fatigue, hein, évidemment, si cette membrane se met à rompre, vous mélangez de l'huile avec le sang et ça va mal se passer. Donc voilà un petit peu quelques illustrations sur qu'est-ce que l'on peut faire en termes de micro-échelle et puis de macro-échelle. Et évidemment, la question naturelle, c'est il y a quand même 4 ordres de grandeur entre ces deux choses-là, donc il y a du monde hein, au milieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on peut appeler les méso-échelles, hein. On est à quelques dizaines de microns, voire quelques centaines de microns. Et comme bien souvent, c'est cette zone grise-là qui est la plus complexe à analyser. Donc pourquoi c'est complexe? C'est beaucoup plus gros que la taille caractéristique d'un globule rouge, donc il faut mettre beaucoup de globules rouges pour représenter ça correctement. Et c'est pas tout à fait assez grand pour pouvoir dire, sans faire trop d'erreurs, que le sang est un milieu continu à ces échelles-là. Et donc, on pourrait dire c'est juste une curiosité pour se faire un petit peu mal, mais en fait, en plus de ça, ces méso-échelles, ce sont les échelles qui sont les plus pertinentes pour tout un tas de problématiques vraiment intéressantes. Par exemple, toute la microvascularisation, hein, ça se passe beaucoup à ces méso-échelles, à quelques dizaines de microns. Et puis les systèmes qui sont utilisés de plus en plus pour trier les cellules, donc c'est les systèmes microfluidiques pour trier les cellules, ou par exemple celui-ci, là, c'est pour détecter les cellules cancéreuses circulantes dans le sang. Donc il faut capter une cellule parmi 100 000 cellules, hein, donc c'est des systèmes assez pointus, et ça fait appel à ces échelles-là, on est à quelques dizaines de microns dans les échelles. Et donc ce que peut apporter la simulation numérique dans ce cadre-là, c'est ce genre de simulation, hein, c'est simuler non pas une cellule, non pas simuler du sang en faisant comme si c'était de l'eau épaisse, mais en représentant vraiment le sang comme une suspension de cellules déformables. Donc ça, c'est un exemple de simulation. Donc on n'est pas encore à mettre 5 millions de cellules, hein, on en est à quelques centaines. Donc on est dans un petit canal de 20 microns avec l'hématocrite, donc c'est la concentration volumique qui est de l'ordre de 20%, donc c'est vraiment physiologique comme concentration. Et donc si vous regardez cette animation, donc chaque cellule est représentée comme le résultat d'un problème d'interaction flux-structure. Vous allez voir des stomatocytes, là il y en avait un, vous allez voir des trilobes, ça c'en est un, vous allez voir des discocytes, et tout ça interagit joyeusement, peut changer de forme. Vous avez des vitesses différentielles, notamment vous avez cette zone déplétée en globules rouges là, qu'on attend, hein, qu'on retrouve numériquement, il n'y a pas trop de difficultés. On n'est pas du tout capable de la prévoir, de donner sa dynamique, mais on la voit, donc on peut l'analyser. Et puis évidemment, on peut imaginer poursuivre ça et puis faire arriver cet échantillon de sang dans une bifurcation. Donc une bifurcation, ce serait un exemple typique de ce que l'on a évidemment dans l'arbre cardiovasculaire. On a des bifurcations de partout. On ne sait pas du tout aujourd'hui dire, étant donné deux artères filles, étant donné la concentration en amont, on n'est pas du tout capable de dire quelles vont être les concentrations dans les artères filles. On ne sait pas, il n'y a pas de modèle. Il y a des modèles descriptifs de données, mais il n'y a pas de modèle phénoménologique. Donc ce type de simulation, clairement, ça permet d'attaquer ce genre de choses. Et puis si on extrapole un petit peu, si on dit qu'on va être capable de mettre non pas 100 globules, mais 100 000 ou 1 million, eh bien on peut se dire qu'on va mesurer la rhéologie du sang en calculant le sang comme une suspension dense, et puis intégrer ça et revenir à la rhéologie. Puis il y a d'autres problématiques, hein, la margination des globules blancs. Hein. Les globules blancs, ils sont toujours dans les zones où c'est intéressant, c'est-à-dire près des parois, mais on ne connaît pas les mécanismes qui font que les globules blancs sortent de la zone où il y a les rouges et vont là où on a besoin d'eux, en fait. Les plaquettes, c'est pareil. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je voulais juste, en guise de conclusion, mentionner qu'évidemment, ce sont des recherches qui sont hautement multidisciplinaires, hein, et qu'on a vraiment besoin de tout un tas d'expertise pour travailler dans ce domaine-là. Et donc, notamment, je voulais juste mentionner, remercier certains de nos collaborateurs, des cliniciens, bien sûr, des cardiologues, des hématologues, des neuroradiologues, et puis des biophysiciens du côté théorique ou expérimental. Et puis bon, bien d'autres personnes encore. Vincent Moureau, hein, qui est dans la salle, hein, qui nous aide beaucoup sur les aspects HPC, justement, pour ces simulations. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour ce très bel exposé. Hein. Je pense qu'on a été captivés par Olivier Pironneau.
Oui, juste un petit commentaire, c'est que Vincent Moureau, c'est un combustionneur. Donc c'est assez amusant que tu utilises en biomécanique un code qui a été développé pour la combustion au départ. Ouais, en fait, bon, enfin, c'est amusant. Je ne sais pas si c'est amusant, mais bon, parfois il fait des choses qui peuvent faire du mal aux gens, dont on les répare, on peut dire ça comme ça. Non, mais c'est non, bien sûr. Non, en fait, l'histoire, c'est vraiment, en fait, c'est historique. Hein, c'est juste une stratégie un petit peu qu'on a eue à Montpellier. On n'est pas énormément. Et on ne voulait pas commencer par prendre 3, 4, 5 ans pour développer une base de code incompressible qui marche bien en parallèle avant de pouvoir faire de la biomécanique. Donc en fait, on a trouvé un terrain d'entente avec Vincent au Coria. Donc on est parti de leur code incompressible et dessus, on a fabriqué la partie biomécanique, quoi. Donc en fait, c'est pour gagner du temps. Mais c'est étonnant, oui et non, c'est de la mécanique des fluides. Derrière, il y a Navier-Stokes avec un peu de chimie d'un côté et un peu de membrane de l'autre. Il y a quand même toute une partie commune, quoi. Donc Antoine Danchin, puis Jean Salençon. Oui, il y a un très grand nombre de mutations possibles qui affectent les globules rouges. Est-ce que vous imaginez utiliser ces mutations pour explorer justement les changements de forme, la dynamique, etc. En fait, c'est quelque chose qu'on est tout à fait en train de faire maintenant. On essaie alors, les mutations, on est en train d'essayer de regarder quel type de pathologies ont un impact sur ou bien la rhéologie de la membrane, donc sa capacité à s'étirer, à se tordre, etc., ou bien qui impactent la viscosité ou le comportement à l'intérieur de la cellule. Oui, il y a aussi toute une physique du vieillissement oui. des protéines. Ça doit être aussi assez typique de la mécanique. Tout à fait. Là, est-ce que vous explorez ça? Ah ben, clairement, hein, les globules rouges vieillissent. Les globules rouges, ils vivent à peu près 3 mois, après ils sont recyclés. Et en fait, on sait qu'ils sont beaucoup plus rigides à la fin de leur vie qu'au début. Et ça, c'est des genres de choses qu'on est capable de prendre en compte. Il faut juste que des biologistes ou des biophysiciens nous disent, ben voilà, un globule rouge de 2 mois et demi, il a ce type de membrane. Et un nouveau de 15 jours, il a ce type de membrane. Mais après, au niveau de la simulation, il n'y a pas de difficulté, quoi. Voilà. Par contre, il faut des données d'entrée valides. Une question du côté de Odile Eisenstein, là-bas, de la chimie. Oui, je suis de Montpellier également, mais pas du même département. J'aurais voulu savoir si vous avez à modéliser aussi le vaisseau, parce que le vaisseau doit être à la fois déformable, il a peut-être des interactions avec les différents composants. Quel est le rôle de la modélisation du vaisseau dans votre modélisation? Alors en fait, clairement les vaisseaux bougent. Hein, bon, alors j'ai montré des applications sur le cœur qui bougent énormément. On a fait le même genre d'analyse sur l'aorte qui bouge également. On appelle ça le second cœur, hein, souvent. Donc elle bouge énormément. Et ça a un impact très très important sur la réponse hémodynamique. Hein. Le frottement pariétal, typiquement, est vraiment changé de manière drastique si on prend en compte ou pas ces mouvements de parois. Après, pour la partie microscopique, les vaisseaux bougent encore, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait commencer par faire les globules rouges tout seul, en supposant que les parois ne bougeaient pas. Et voilà. Bon. Mais il n'y a pas de difficulté de fond, en fait. C'est juste rajouter des couches d'embêtement les unes aux autres. Jean, vas-y. Jean Salençon. Ma question précédente ayant été posée, j'en ai une autre. Oui, je n'ai pas bien compris pourquoi vos collègues allemands avaient utilisé une valve simplifiée plutôt qu'une valve type, pas pour citer notre confrère Carpentier, mais pourquoi pas, hein, En fait, ils sont en train de le faire maintenant et on est en train de calculer la valve plus réelle maintenant. L'idée, elle est simple, hein, on était dans une démarche de démonstration de la faisabilité de ce genre de simulation. Et donc, il est préférable de faire ça sur des objets les plus simples possibles, en gardant un bon niveau de complexité, mais pas trop complexe non plus. Et là, typiquement, l'intérêt, c'était que la rhéologie de la membrane, elle est bien connue, elle est bien maîtrisée, alors que sur des valves vraiment utilisées en clinique, connaître, caractériser la membrane, les feuillets des valves, rien que ça, en soi, c'est une complexité. Donc voilà, ce sont des matériaux orthotropes, qui ont tous les défauts de la Terre. Là, c'est un matériau isotrope qui est à peu près linéaire, enfin pas trop hyper élastique, donc ça se passe bien. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs dans la salle. Est-ce qu'ils veulent poser une question?
N'hésitez pas, hein, même malgré la solennité de la salle, vous pouvez poser des questions. Alors, c'est pas un jeune chercheur, mais c'est quand même... Je suis plus jeune. Est-ce que dans votre simulation, vous avez mentionné le premier vaisseau qui est en aval de la valve, c'est-à-dire les artères coronaires? Dans cette simulation-là, c'était utilisé dans un fantôme dans lequel il y avait simplement une représentation de l'aorte ascendante avant les premiers branchements vers les coronaires. Donc il y a simplement le sinus aortique qui est représenté, mais dans cette représentation-là, on ne prend pas en compte la bifurcation qu'il y a après le sinus, au niveau du sinus. Bon voilà, encore une fois, ça, il faut bien voir pourquoi on fait ce genre de simulation. Là, on est vraiment dans une démarche d'essayer de comprendre comment fonctionne une valve seule dans un environnement qui est le moins complexe possible. Après tout ça, on peut le mettre dans un environnement qui est physiologique, qui est patient-dépendant, qui est tout ce que l'on veut. Mais, donc voilà, l'idée, c'est de séparer un petit peu les problèmes. Thierry Poinceau. Oui, pour les calculs de cœur complet, tu as montré qu'il devenait turbulent, etc. Mais tu as bien dit que tu ne connaissais pas la viscosité vraiment. Donc la viscosité du sang, on la connaît ou on ne la connaît pas finalement? La viscosité du sang, on la connaît à peu près. Donc on la connaît, on sait que c'est entre 3 et 5 fois celle de l'eau. Voilà. Ce qu'on ne connaît pas du tout, c'est comment elle varie en fonction des conditions locales d'écoulement. C'est ça qu'on ne connaît pas. Donc nous, là, on la prend constante. En fait, c'est un petit peu le même problème que pour les modèles de turbulence. On sait que la viscosité turbulente, c'est 100 fois la viscosité laminaire, à peu près. Par contre, on n'est pas trop... Enfin, c'est pas simple de dire où est-ce qu'elle vaut 150 fois, où est-ce qu'elle vaut 10 fois, etc. Et là, c'est un peu le même problème. Et le nombre de Reynolds, finalement, alors il est de combien là, dans le cœur, le nombre de Reynolds pique au moment où il y a cette forte injection, c'est quelques milliers, c'est 5000 peut-être. Donc on est vraiment dans une zone transitionnelle, parce qu'en plus ce sont des écoulements pulsés, donc on est vraiment dans une zone où il y a bon là j'en ai pas parlé, mais il y a toute une zone du cycle qui est vraiment laminaire, où il n'y a pas une fluctuation, et puis il y a cette diastole là où ça devient vraiment turbulent. Encore une petite question, là, les hématocytes, quand ils deviennent tripodes, combien de temps ça met? 2 millisecondes ou quelle est la... Alors, le temps, c'est quelques dizaines de KT, car dans les calculs 500. Oui, c'est je dirais quelques dizaines de microsecondes. De millisecondes, pardon. De millisecondes, oui, c'est ça. Oui, une question là-bas. Oui. Est-ce que Présentez-vous, dites-nous. Oui, je suis un auditeur libre, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que vous envisagez des simulations dans les processus d'agrégation, d'agglutination, formation d'athérome, enfin toute cette problématique en termes de rhéologie? Alors, athérome, nous, non, on n'est pas encore parti là-dessus. Par contre, clairement, on a tout un tas d'activités qui sont maintenant en route pour modéliser la thrombose, la formation de caillots, de thrombus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait ce genre de simulation, mais on rajoute de la biochimie en plus. On essaie de représenter comment les différents facteurs qui sont présents dans le plasma interagissent entre eux et sont capables, petit à petit, de créer, d'amorcer un thrombus. Donc c'est des choses qui se font dans d'autres groupes. Il y a des gens qui regardent les plaques d'athérome et la rupture des plaques d'athérome surtout. Donc ça, c'est un problème de mécanique des structures. Ce qui a été présenté juste précédemment, clairement, pourrait être également très très utile pour les ruptures de plaques d'athérome. Une dernière question, Guylain de Marcilly, là-bas, du côté de l'hydrogéologie. Oui, je ne suis pas dans mon domaine de compétences, mais vous avez montré que ce que vous faites, c'est quelque chose pour comprendre les circulations du sang dans les vaisseaux. Est-ce qu'à terme, ça peut avoir une application thérapeutique? Oui, on l'espère. En fait, c'est déjà le cas. Parfois, il y a déjà aux États-Unis, il y a une boîte qui s'appelle Earthflow, qui a été créée il y a peut-être 4 ans maintenant, 3 ou 4 ans, par un ancien prof de Stanford, et qui propose ses services aux cardiologues aux US, qui dit aux cardiologues: vous avez une imagerie morphologique, vous avez une sténose, donc un rétrécissement d'une coronaire. Nous, on vous fait les simulations pour vous aider à prendre le bon choix thérapeutique associé à ça. Voilà.
Donc ça commence à venir. C'est assez marginal, ils ne sont pas encore tamponnés par la FDA, hein, mais on y va clairement. Et puis il y a d'autres applications, hein. Nous, on travaille avec une start-up à Montpellier qui fait de l'aide au choix thérapeutique également pour les neuroradiologues, pour le traitement des anévrismes. Et clairement, maintenant, il y a tout un tas de CHU qui vérifient leur intuition au terme de choix de prothèses en utilisant des données de simulation. Donc on y va. C'est encore pas du tout répandu, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais je pense que dans quelques 10-20 ans, on y sera, je pense. Très bien, merci